Le Rana Plaza a été évacué pour l'après-midi. Les fissures se propageaient autour des piliers. L'un avait une grande fissure et les deux autres des plus petites. Le propriétaire du Rana Plaza, Sohail Rana, est passé à la TV pour insister sur le fait que l'immeuble était sans danger. Il n'y a pas de fissure. Le sable et le ciment sont sortis du pilier et c'est très insignifiant. Les gens exagèrent, c'est tout. Seulement, les travailleurs furent obligés à aller travailler. Certains y allèrent. Puis les autorités sont arrivées avec des bâtons et nous ont ordonné de rentrer à l'intérieur. Ensuite, il y a eu un énorme tremblement. Et le bâtiment s'est effondré. This is where Rana Plaza once stood. Oh my God. There's nothing left. There are people walking around in Canada wearing clothes that were made by these people who died here. This is kind of a monument to greed. Alors que le bilan des morts ne cesse de croître, les revendeurs internationaux ayant des exploitations au Bangladesh prirent leur distance par rapport à l'accident. Le groupe Benetton veut clarifier le fait qu'aucune des compagnies impliquées ne sont des fournisseurs du groupe Benetton. De nombreuses pages de commandes passées par le groupe Benetton ainsi que des échantillons furent trouvés dans les décombres. La compagnie, pesant plus d'1,5 milliard de dollars, fut forcée d'admettre. Une unique commande a été effectuée et expédiée à partir d'un des fabricants impliqués. Mango, qui prévoyait de vendre en Australie via David Jones, refuse de payer une quelconque compensation aux travailleurs de la compagnie fantôme. La compagnie affectée, Phantom, n'était pas un fournisseur officiel. Mais les documents trouvés sur le site montrent que 25 000 vêtements devaient être livrés mi-juin. Mango a présenté des excuses supplémentaires. Il aurait été impossible de savoir que la structure effondrée présentait des défauts structurels. Mango n'était pas en mesure de vérifier que le propriétaire avait bâti 3 étages de plus que permis. Le membre du Congrès George Miller est en mission à Dhaka pour déterminer les responsabilités des industries et des clients. Le public doit vraiment comprendre qu'en continuant d'acheter ces vêtements, il participe au sang que ces marques font couler. Les multinationales impliquées dans l'incendie de l'usine Tazreen n'ont offert que des compensations limitées, voire dans certains cas, aucune. Ils passent la plupart du temps à essayer de se distancer, qu'ils n'étaient pas là, ce n'était pas autorisé, nous ne voulions pas ça, nous ne travaillons plus avec ce fabricant d'ici le mois prochain. Ils ont des millions d'excuses parce qu'ils les utilisent depuis des dizaines d'années. La raison principale pour laquelle ils vont au Bangladesh, c'est la même raison pour laquelle, selon moi, ils s'en fichent royalement des usines ou avec qui ils travaillent. C'est le prix, le prix, le prix et le profit. Nous avons découvert que Megatex faisait en fait partie du groupe South Asian, qui est en fait le plus grand fabricant chinois de vêtements. Et ils ont abusé des travailleurs de toutes les façons possibles et inimaginables. Quand les travailleurs ont demandé après leur droit minimum, la compagnie s'est retournée contre eux, les a battus, a viré 300 travailleurs et a dit aux dirigeants syndicaux Bilal et Nalal qu'ils les tueraient s'ils ne se taisaient pas. H&M dit vouloir améliorer la situation des ouvriers au Bangladesh. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est un masque. Je pense qu'en réalité, H&M ne fait pas beaucoup de choses pour la main-d'œuvre ici. Si c'était vraiment le cas, les ouvriers ne seraient pas si mal payés. 8h, 22h, 6 jours par semaine, parfois 7, selon ces ouvriers. 80 heures hebdomadaires minimum, bien au-delà des promesses d'H&M. Nous ne terminons jamais avant 22 heures.
Ça, c'est le minimum. Après, quand il y a des grosses commandes ou lorsqu'on s'approche des dates de livraison, on peut travailler jusqu'à 1h du matin, 3h ou 5h, ou même parfois jusqu'à 7h du matin. Quand on finit à l'aube, on doit quand même revenir juste après à 8h pour une nouvelle journée. Nos yeux nous brûlent, nous sommes affamés. Tout ça, ça nous pose quand même beaucoup de problèmes. Quand je pars le matin, mes enfants dorment encore. Et quand je rentre, ils sont déjà couchés. Je n'ai pas le temps de les voir. De quoi nourrir un peu plus la révolte qui gronde parmi eux ces dernières années. Conditions de travail, salaire, les petites mains jusqu'alors dociles osent manifester. En face, les autorités répriment avec violence leurs revendications. En septembre 2012, la situation est si tendue que le PDG d'H&M en personne se rend à Dhaka pour calmer le jeu. Assumer nos responsabilités représente un aspect très important dans ce que nous offrons à nos clients. Et en ce qui concerne les demandes des ouvriers, notre position est très claire. Nous soutenons leurs revendications pour de meilleurs salaires. Lors d'un entretien soigneusement médiatisé, Karl Johan Persson enjoint directement la première ministre bangladaise d'augmenter le salaire minimum légal. En réalité, à cet instant précis, alors qu'il pose en défenseur de la veuve et de l'ouvrier pour la photo officielle, dans le plus grand secret, à 6000 km de là, ses équipes sont en train de finaliser un plan B. Délocaliser une partie de la production en Afrique noire. En Éthiopie, où la main-d'œuvre est encore moins chère qu'au Bangladesh. Les petites mains éthiopiennes d'H&M ne gagneraient qu'entre 36 et 50 € par mois. Nettement meilleur marché que l'habituel terrain de jeu asiatique de la marque. Donc là, en fait, vous êtes en train de me dire qu'H&M n'a jamais payé d'impôt sur les sociétés depuis près de 30 ans au Bangladesh. Pas seulement au Bangladesh, mais dans aucun des pays où nous nous fournissons et où nous avons des antennes. Et il n'y a pas de transaction commerciale, donc pas de base pour payer des impôts. Pas d'impôts, donc pas un sou pour l'État bangladais et ses citoyens. Pas tout à fait la promesse du PDG d'H&M. Nous voulons contribuer à améliorer les choses pour les personnes qui travaillent dans l'industrie textile au Bangladesh. Nous investissons donc beaucoup de ressources et depuis longtemps dans l'industrie locale. Nous avons découvert que même là où elle gagne de l'argent, la multinationale s'arrange aussi pour payer moins d'impôts, dans les 53 pays où sont situés ses magasins. Nous avons visité une usine qui fabrique des chaussures pour de nombreuses entreprises européennes, y compris des chaussures orthopédiques. Une forte odeur de solvant règne dans l'usine. Très vite, nous commençons à avoir la nausée et des maux de tête. Notre malaise pourrait provenir de la colle, qui est conservée dans des récipients ouverts et est susceptible de contenir du toluène, un solvant qu'on soupçonne d'être cancérigène et qu'on n'emploie pratiquement plus en Europe. À première vue, les produits chimiques utilisés passent inaperçus. Les ouvriers ne sont ni avertis du danger, ni équipés de vêtements de protection. Les colorants azo sont encore autorisés en Inde et quand ils ne sont pas azoïques, les colorants sont chlorés. C'est ce qu'il y a de moins cher. Plus la couleur est forte et foncée, plus le risque de contamination est grand. Et pour la brillance, on utilise des métaux lourds. Pour blanchir les tissus aussi, on utilise des substances chlorées hautement nocives. Dans toutes les blanchisseries, on manipule des produits chimiques très agressifs. Ils rendent le coton si blanc. Les ouvriers font très souvent des réactions, mais qu'importe. Le coton doit être bien propre pour pouvoir absorber la couleur. J'ai commencé par perdre mes poils sur les jambes, puis sur tout le corps. Et maintenant, j'ai sans arrêt mal partout. À Paris, les professionnels de la mode ne se soucient guère de savoir si les tissus sont empoisonnés. L'important, c'est d'avoir des modèles dernier cri. Les jeans qui ont l'air d'avoir été portés pendant des années sont particulièrement tendance. Or, pour obtenir cet aspect usé, on les travaille avec du sable de quartz. Cette technique de sablage des jeans a fait des centaines de morts en Turquie. Par conséquent, le gouvernement l'a strictement interdite.
Résultat aujourd'hui, les jeans usés viennent du Bangladesh. Chaque jour, 3000 jeans sont fabriqués dans cette usine, dont les principaux clients sont des entreprises textiles européennes qui fournissent des chaînes comme C&A, Zara et certains supermarchés européens à bas prix. Tous ces industriels affirment qu'ils ne font absolument rien d'illégal. Toujours est-il que les bouts de tissu que les ouvriers se mettent sur le nez ne les protègent pas de ces puissantes projections de sable. Aucune loi ne nous protège de telles substances. C'est ce que Frauke Driessen a appris à ses dépens. Elle doit maintenant inhaler tous les jours de la cortisone. Pendant des années, elle a repassé des jeans tout juste débarqués dans les entrepôts de la marque de prêt-à-porter Esprit. Les ennuis de santé de Frauke Driessen n'ont pas été reconnus comme une maladie du travail. Esprit s'en remet aux analyses de l'Association préventive des accidents du travail. Selon l'entreprise, tout se déroule dans la légalité. Aucune enseigne de prêt-à-porter ne veut être associée à ce genre de symptômes. Sur les étiquettes des vêtements, il n'y a aucune mention des produits chimiques qui ont pu être utilisés. La liste serait trop longue. Et même des maisons de mode européennes de luxe essaient de nous rassurer en taisant le pays où ont été fabriqués les vêtements. Non, ce n'est pas écrit comme ça. On va écrire, c'est design in France. Voilà. En Tunisie, la loi oblige les nouvelles usines qui s'installent à s'équiper de stations de retraitement. Mais beaucoup d'anciennes unités ne sont pas conformes aux normes environnementales, comme cette usine à la périphérie de Tunis qui rejette encore ses eaux usées et pollue les cours d'eau, la mer et les nappes phréatiques. Si le client européen ferme les yeux, alors tous les abus sont possibles. Nous avons cherché à en savoir plus et avons découvert les premières traces de contamination dans les arrière-cours des fabriques de textiles, où stagnent des eaux sales non filtrées. Car ici, on se débarrasse tout simplement des eaux usées dans la rue, sans s'inquiéter des substances toxiques qu'elles peuvent contenir, et donc sans le moindre égard pour la santé des êtres humains. Kirupur est désormais envahi par des montagnes de résidus toxiques émis par les usines de textiles. 20 ans ont suffi pour contaminer l'eau et la terre de la ville. Les eaux usées se répandent sans le moindre traitement dans l'environnement. Tout ce qui compte ici, c'est qu'on puisse exporter vers l'Europe des cuirs parfaitement teints. Apparemment, au Bangladesh, il n'y a pas le moindre contrôle quant aux substances nocives que peuvent contenir les marchandises. La mode du bio fait rage. De nombreuses chaînes de prêt-à-porter proposent des vêtements en fibres naturelles, soi-disant sans ajout de produits chimiques. Les paysans indiens ont du mal à suivre le rythme de production. La culture de coton biologique est déjà en elle-même problématique en Inde. Les produits chimiques toxiques se répandent en effet même sur les champs de coton bio, qui souvent se trouvent juste à côté des champs traités aux pesticides. Car même dans cette teinturerie classée bio, il n'existe pas de colorant naturel. Tous les colorants sont synthétiques. La teinte noire est tout ce qu'il y a de plus chimique. Et ici, on colore tout avec ça. Notre client insiste pour que ce soit 100% bio. Or, pour que ce soit bio, il faut qu'aucun produit chimique n'entre dans le processus de fabrication. Seulement, même si on cultive le coton selon les normes de la culture bio, on est obligé d'utiliser des colorants chimiques. Seules de petites et moyennes entreprises associées aux producteurs de textiles naturels en proposent actuellement. Les critères sont très stricts. Comme la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture et le cacao acheté, nos parents, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces gîtes, de ces matières, de ces cafés, des sacs vides? Et si on prenait pour faire quelque chose, et si eux ils voient, ça peut leur donner encore la motivation de retourner sur les plantations dans le but de la promotion encore pour relancer le café et le cacao. Le sac, comme on appelle communément le boro, c'est la matière première, comme le tissu.